Bonjour. À partir d'aujourd'hui, et au travers de cette séquence et des 6 suivantes, nous allons aborder l'échographie médicale utilisée dans de très nombreuses pathologies et pour le suivi de la grossesse. Ce module sur l'échographie est divisé en 2 parties. La première, regroupant 3 séquences, porte sur les principes physiques de l'échographie et la seconde, divisée en 4 segments, vous permettra de disposer des bases de lecture d'une image échographique, qu'elle soit bidimensionnelle ou Doppler. Ce module pourra être complété par des séquences plus pratiques sous forme de vidéos ludiques et de hangout. Les objectifs pédagogiques de ce module visent à vous faire comprendre dans la première partie comment est formée une image échographique, qu'elle soit bidimensionnelle ou Doppler. Je chercherai à vous expliquer ce qu'est une onde ultrasonore et comment on utilise ces interactions avec la matière pour constituer l'image. Vous comprendrez schématiquement toute la chaîne de production et de détection mise en œuvre dans un échographe pour obtenir cette image et la différence entre échographie bidimensionnelle et Doppler. Vous comprendrez aussi l'importance de la fréquence de l'onde ultrasonore produite par la sonde échographique. Dans la deuxième partie, Olivier Rouvière vous expliquera comment lire une image échographique, bidimensionnelle ou Doppler, en abordant les notions de structure liquidienne anéchogène, de structure hyperéchogène, de cône d'ombre postérieure, de renforcement postérieur, de la signification des couleurs visualisées sur les images Doppler. Globalement, vous pourrez mieux comprendre les artefacts, les points forts et les limites de l'échographie et connaîtrez ses effets biologiques. Historiquement, en 1794, Spallanzani soupçonne l'existence des ultrasons en observant le vol de nuit des chauves-souris, qui utilisent ces ultrasons pour se guider. En 1883, le physiologiste anglais Francis Galton met au point un sifflet à ultrasons. L'homme ne perçoit pas le son émis par le sifflet, alors que les chiens réagissent. En 1880, les frères Pierre et Jacques Curie, en étudiant les quartz, comprennent que lorsque ces derniers sont soumis à un champ électromagnétique, ils vibrent, émettant des ultrasons. Dès 1883, ils peuvent aisément produire les ultrasons et les utiliser. La première utilisation non médicale de ces ultrasons est développée en 1915 par Paul Langevin qui met au point la détection des sous-marins, très utile durant la guerre de 14-18. Il faudra attendre 1942 pour que la première application médicale de détection de l'hématome cérébral soit développée par Carl Dusik. C'est Douglas Horry, en 1946, qui envisage l'échographie bidimensionnelle qui sera industrialisée pour la première fois en 1960 et de façon beaucoup plus large dans les années 70-80, transformant ainsi la prise en charge de très nombreux patients. La principale application actuelle de l'échographie concerne l'imagerie diagnostique. Mais des applications de plus en plus nombreuses apparaissent sur le versant thérapeutique avec la lithotripsie, la physiothérapie et le traitement des cancers par IFU ou High Intensity Focused Ultrasound, dont d'ailleurs des équipes lyonnaises ont participé au développement. L'échographie diagnostique, pour faire extrêmement simple, repose sur l'interrogation des tissus de l'organisme par une onde ultrasonore qui a la capacité de se propager au sein de cet organisme. Et lors d'interactions principalement de 2 types, elle va être en partie renvoyée ou réfléchie à l'extérieur de l'organisme, renseignant alors sur le ou les tissus traversés. Par exemple, montré par la flèche blanche, nous visualisons sur l'image échographique ce que l'on appelle une interface acoustique qui correspond à la frontière entre 2 tissus différents, au niveau de laquelle l'onde ultrasonore sera tout ou partie réfléchie. Les 2 flèches orangées montrent ce que l'on peut appeler la texture tissulaire, correspondant à l'interaction de l'onde ultrasonore avec de petites interfaces microscopiques distribuées au sein des tissus et permettant de distinguer ces différents tissus qui ne seront pas constitués microscopiquement de façon identique. Le foie, flèche orange 1, présente de nombreuses interfaces acoustiques microscopiques, contrairement au parenchyme rénal, flèche orange 2, qui présente une structure plus homogène. La texture hépatique paraît alors plus hétérogène que la structure du cortex rénal. Les risques pour l'humain de l'usage médical de l'échographie diagnostique ne sont pas identifiés à ce jour, s'il en existe. L'onde ultrasonore ne véhicule pas suffisamment d'énergie pour faire passer un électron d'une orbitale à l'autre. Il s'agit donc d'un rayonnement non ionisant. Pour l'utilisation en thérapie,
l'intensité est plus élevée par rapport à l'utilisation diagnostique. Il peut donc y avoir des phénomènes d'absorption, de transfert d'énergie, d'augmentation de température, de vibrations mécaniques qui peuvent entraîner une destruction tissulaire. Globalement, l'échographie diagnostique peut être considérée comme inoffensive et indolore aux basses puissances utilisées en clinique. Chez l'homme, il n'a pas été démontré d'atteinte génétique, d'effet tératogène, d'augmentation de l'incidence des cancers ou d'absence de retard psychomoteur chez l'enfant en lien avec l'échographie. Mais il faut toujours garder à l'esprit que la réalisation d'un examen médical doit toujours être justifiée. Très schématiquement, les échographes peuvent être très différents les uns des autres, comme on peut en voir deux exemples sur cette diapositive. Néanmoins, on peut représenter le processus de la façon suivante. Une sonde d'échographie, appelée aussi transducteur, que l'on voit au centre, composée d'un cristal piézoélectrique, produit et émet une onde ultrasonore qui va se propager dans l'organisme en fonction des interactions entre cette onde et les tissus. Apparaissent des ondes ultrasonores réfléchies qui retournent alors vers le transducteur. À l'arrivée au niveau de ce même transducteur, cette onde va provoquer sa vibration, créant le signal électrique qui est analysé par le système électronique de l'échographe afin de reconstituer l'image échographique. Nous allons donc en premier lieu évoquer ce qu'est une onde ultrasonore et comment elle peut se propager et interagir avec la matière. Ensuite, nous aborderons dans la séquence suivante comment est constituée la sonde échographique et quels sont les paramètres définissant la qualité de l'image. Une onde ultrasonore est une onde acoustique définie comme une onde élastique longitudinale. Elle repose sur la capacité des atomes formant la matière dans laquelle va se propager l'onde à vibrer autour d'un point d'équilibre. Contrairement aux ondes électromagnétiques, les ondes acoustiques ont besoin d'un milieu matériel pour exister. Ces ondes ultrasonores ont une gamme de fréquences supérieure à celle des ondes sonores, de 20 kHz à 200 MHz. Comme visualisé sur l'animation, une source va apporter de l'énergie au milieu matériel. Les atomes les plus proches vont être déplacés de leur point d'équilibre et vont y retourner en vibrant autour de ce point d'équilibre. Prenez comme référence la ligne rouge pour le tracé de la courbe rouge, qui correspond à l'élongation de l'atome, c'est-à-dire sa vibration autour de son point d'équilibre. Mais au cours de leur déplacement, ces atomes vont heurter d'autres atomes, leur transférant une partie de leur énergie. Et alors, ces atomes vont se mettre aussi à vibrer dans la mesure où l'énergie apportée est suffisante par rapport à l'élasticité acoustique de la matière. Cette vibration et donc cette énergie va se transférer longitudinalement de proche en proche, jusque par exemple pour le cas des ondes sonores à atteindre votre tympan, qui se mettra à vibrer, transmettant ainsi à l'oreille interne, par l'intermédiaire de l'oreille moyenne, la vibration qui sera encodée en signal électrique exploitable par le cerveau, ce qui donnera un son si la fréquence se trouve dans la gamme des fréquences sonores. Sur cette animation, on voit bien la mise en vibration des atomes de proche en proche. Ce que l'on remarque aussi, c'est que du fait de cette mise en vibration successive et décalée dans le temps, il se forme, si l'on regarde sur l'ensemble du volume de matière, des zones où les atomes sont plus concentrés et d'autres ils le sont moins. Une augmentation d'atomes dans un volume donné, prendre pour référence le cadre bleu, engendre une augmentation de pression, comme à l'inverse, une diminution de matière dans un volume donné et va engendrer une diminution de la pression. La courbe bleue montre les variations de pression au sein du rectangle bleu. Du coup, d'une mise en vibration décalée d'un ensemble d'atomes en lien avec l'élasticité du milieu matériel à une fréquence donnée, on obtient une variation cyclique de la pression à un endroit donné de la matière et cette variation de pression se déplace longitudinalement tout au long de la colonne de matière. Il s'agit de l'onde acoustique qui correspond à une onde de pression. C'est ce qui est résumé en format un peu plus mathématique sur cette diapositive. En trait pointillé, il s'agit de la vibration de l'atome ou élongation au cours du temps autour de son point d'équilibre, une fois que l'énergie a été apportée au milieu. Il s'agit d'une fonction périodique sinusoïdale caractérisée par une amplitude maximale et une fréquence correspondant à l'inverse de la durée que met l'atome à revenir à son état vibrationnel de départ. En trait plein est formalisée la fonction périodique sinusoïdale correspondant à la variation de la pression à un point donné au sein du milieu matériel, là où se trouve l'atome en vibration. On observe que l'amplitude de la variation de pression est différente de l'amplitude de variation de l'élongation, mais ce qui est beaucoup plus important est que la fréquence est strictement identique.
la durée du retour au même niveau de pression étant identique à la durée du temps pour que l'élongation retourne à son même niveau. Et lorsque l'élongation est maximale dans son amplitude positive ou négative, la variation de pression est nulle, ce qui signe un décalage de phase de pi sur 2 que l'on retrouve dans l'expression de la variation de pression. En somme, à partir de la mise en vibration d'un atome à une fréquence donnée, il est généré une onde de pression correspondant à une onde acoustique à une fréquence égale à celle de l'élongation, caractéristique de cette onde. En fonction de l'élasticité acoustique du milieu, il sera plus ou moins facile de créer cette onde. Pour résumer, les ultrasons sont des ondes acoustiques de fréquence comprises entre 20 kHz à 200 MHz, l'audition humaine allant de 16 Hz à 20 kHz. L'intérêt des ultrasons repose sur leur pouvoir de propagation dans un milieu matériel en particulier, de réflexion au niveau des interfaces séparant des milieux de caractéristiques différentes, ce que l'on appelle des discontinuités d'impédance. Mais il y a aussi un problème d'absorption. Dans le domaine d'utilisation en imagerie, aucune propriété physique ne les distingue des ondes sonores. Il s'agit d'ondes élastiques longitudinales. Nous venons de voir à quoi correspondait une onde acoustique et en particulier ultrasonore, et donc sa propagation dans un milieu matériel. Nous poserons l'hypothèse que le corps humain est constitué de tissus composés principalement d'eau et structurés différemment les uns des autres avec des protéines, des lipides et autres molécules. L'onde ultrasonore générée par la sonde échographique se propagera donc dans l'organisme un peu comme si elle se propageait dans de l'eau. Mais les tissus étant structurés différemment, leur élasticité aux ondes ultrasonores sera différente. La propagation de l'onde ultrasonore sera donc modifiée lorsqu'elle passera d'un tissu à l'autre, créant ce que l'on dénomme une interface acoustique. Cette interface acoustique peut s'assimiler à un miroir pouvant complètement réfléchir l'onde ou seulement partiellement, le reste de l'onde continuant son trajet dans la même direction. C'est ce que représente l'imagette A avec une onde incidente II se propageant dans un milieu M1. Au niveau du changement de milieu M2, tout ou partie de l'onde incidente II est réfléchie dans le même plan de propagation que l'onde incidente et avec un angle par rapport à l'interface égal à celui de l'onde incidente. C'est cette onde réfléchie qui va retourner au niveau de la sonde échographique pour fournir une information sur les structures rencontrées dans son parcours au sein de l'organisme, comme on peut le voir sur l'imagette B avec l'interface entre le foie et le rein. Si l'onde n'est pas totalement réfléchie, alors elle poursuit son chemin en se propageant avec un angle à peu près identique à celui de l'onde incidente au sein du milieu 2. II correspond en fait à l'énergie de l'onde incidente qui se propage dans le milieu 1. Au niveau de l'interface acoustique, du fait de la réflexion, une partie de cette énergie de l'onde incidente va retourner vers la sonde, la partie restante poursuivant sa propagation. On pose l'hypothèse qu'au niveau de l'interface acoustique, il y a conservation de l'énergie. Et donc on a II, l'intensité de l'onde incidente, est égale à IR de l'onde réfléchie, plus IT, onde transmise. Selon la relation de Snell-Descartes, il nous est possible de formuler alors le rapport entre l'énergie de l'onde incidente sur l'énergie de l'onde réfléchie, qui est appelé coefficient de réflexion. Uniquement avec les coefficients d'impédance des deux milieux réalisant l'interface. De même pour le coefficient de transmission. Ainsi, le pourcentage de l'onde réfléchie qui sera utilisé pour reconstituer l'image échographique dépend de la différence entre l'élasticité acoustique ou impédance acoustique des deux milieux traversés. Et cette réflexion est indépendante du sens de traversée, que ce soit de 1 vers 2 ou de 2 vers 1. La réflexion sera la même car le coefficient de réflexion reste le même. Dans cet exemple d'interface entre l'air et la peau, les ultrasons se réfléchissent à 99,9%. L'amplitude transmise est quasi nulle. Impossible alors de faire pénétrer les ultrasons à l'intérieur du corps humain de cette manière. De là, l'importance de mettre la surface émettrice du transducteur en contact plus ou moins direct avec la peau des patients en utilisant un gel dont l'impédance acoustique est voisine de celle de l'épiderme.
L'examen échographique commence toujours par le dépôt d'une sorte de gel sur la peau du patient et éventuellement d'un rasage pour éliminer toute interface aérique qui réfléchirait de façon trop importante les ultrasons. Listez ci-dessous différents coefficients de réflexion de différentes interfaces acoustiques. On note en général la petitesse de ces coefficients, sauf pour certaines interfaces comme l'os et la graisse, les tissus mous et l'air, limitant drastiquement l'exploration des poumons ou du tube digestif ainsi que des os. Et aussi entre la peau et le cristal piézoélectrique, justifiant l'interposition au sein de la sonde de ce que l'on appelle un adaptateur d'impédance limitant la perte des ultrasons émis par le cristal dès l'entrée dans l'organisme et aussi le gel dont on a parlé précédemment. Enfin, quand il y a propagation d'une onde dans un milieu, il y a interaction entre les deux et donc perte d'énergie. L'absorption. L'absorption, qui est différente de la diffusion, correspond à la transformation en chaleur d'une partie de l'énergie véhiculée par l'onde acoustique au sein des tissus. Cette transformation est dépendante de nombreux facteurs, dont un des plus importants est la fréquence. Dans un milieu homogène donné, l'intensité I d'une onde acoustique décroît selon une loi exponentielle où I est égal à I0 exponentielle de moins alpha x, avec x la distance en mètres traversée par un ultrason dans une substance, I0 l'intensité initiale en watts par mètre carré et alpha le coefficient d'atténuation de la substance traversée en mètres moins 1. Globalement, l'atténuation en fonction de la profondeur des tissus traversés suit une loi exponentielle que l'on exprime en décibels. AX en décibels est égal à 10 fois le log 10 de I0 sur Ix, avec I0 l'intensité à l'entrée et Ix l'intensité après la distance x. Pour un milieu matériel et une fréquence nue donnée, l'atténuation exprimée en décibels augmente linéairement avec la profondeur x traversée et on écrit AX en décibels est égal à alpha x, avec alpha le coefficient d'atténuation en décibels par centimètre et x la profondeur traversée en centimètres. Pour les tissus mous, on peut approximer que alpha en décibels par centimètre moins 1 est égal à une fois la fréquence en mégahertz. En pratique, cela induit qu'au-delà de 5 MHz, il commence à devenir difficile d'explorer correctement des organes profonds chez un individu, car il n'y aura plus assez d'énergie revenant au cristal de la sonde échographique. Attention, dans le calcul, il faut tenir compte de l'aller et du retour de l'onde acoustique. La fréquence des ultrasons a donc une influence déterminante sur les possibilités d'exploration. Grossièrement en clinique, on peut estimer que la profondeur explorable correspond à 40 cm divisé par la fréquence de la sonde exprimée en MHz, donc environ 8 cm pour une sonde de 5 MHz. Voilà, j'espère que cette introduction sur l'onde ultrasonore vous permet de mieux appréhender leurs propriétés qui sont à la base de l'échographie. Avec la séquence suivante, nous rentrerons un peu dans l'intimité de l'échographe pour comprendre la fabrication en quelque sorte de l'image échographique. À bientôt!